wake up and feel it. Sometimes I wake up and get it. Sometimes when I by your side, cause at those eyes living my best life for real. Take a tour of my gallery. In my own world living is a masterpiece. Now I'm dreaming of the man that I had to be. Sun glows coming close so gradually. Go. Top off, drive around two-seater, golf drop, check out all my new sneakers. Give a price, give it time, I don't want neither. Ride around on my bike, catch a nice breather. Icy drink, sugar make my tea sweeter. Nice and pink, lemonade I'll take either. Like a senior, daydreaming, sorry teacher. Skip class, got a bag, case of summer fever. Summertime vibes and I'm feeling like I'm flying away. Summertime feeling fine, sunshine brighter today. Comment ça va? Alors bon, la petite phase de réglage comme d'habitude, vous savez que j'ai besoin de vous. D'abord, merci d'être là. Est-ce que je suis en retard ce matin? 9h32, mais dites donc, je deviens une précision d'horloger, c'est magnifique. Voilà. Toujours un milliard de trucs à faire et puis je me mets en retard et pas ce matin. Alors je vois que certains anticipent déjà parce que vous savez que j'ai besoin de vos retours pour mes petits réglages. Je ne suis pas un pro du streaming comme certains comme Étoile, par exemple, qui est mon maître Jedi, vous savez, je suis un peu un petit padawan dans la matière. Je vois que certains m'ont déjà dit que le son était bon. Merci, vous êtes super. Est-ce que l'image, ça va? Est-ce qu'il y a un petit décalage image-son? Non. Ah, pop, c'est formidable ça, mais on va streamer. Je ris parce que hier, on a fait un stream qui était sans fausse note. Ça bouge trop? Ouais, c'est parce que c'est moi qui bouge. Je fais bouger tout mon setup là. Vous savez, j'ai un setup mobile. Hein, pour ceux qui connaissent pas, je vous raconterai mon petit setup mobile que je peux promener dans tout l'appartement. Donc je bouge, ça fait tout bouger. Mais je vais m'apaiser doucement. Trop de perfection à l'écran, vous êtes tout sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai ri parce que hier on a fait un joli stream d'1h45 je crois.
Je me suis rendu compte après que j'étais en Wi-Fi, j'étais pas du tout connecté directement. On m'avait dit surtout pas le Wi-Fi, Samuel, attention. Bon, c'est bien passé, je m'en suis rendu compte après. Oui, setup à roulette, parce que j'ai pas une pièce dédiée dans l'appartement, il y a une vie de famille ici aussi dans cette maison, et donc selon les moments de la journée, je peux travailler et surtout streamer, ce qui n'est pas du travail, dans différents endroits de la maison. Là, je suis dans un petit bureau, mais je peux me retrouver dans la cuisine, je peux me retrouver dans une chambre, voilà. Donc j'ai un setup à roulette. Certains ont une Batmobile, moi j'ai un setup mobile. Bon, ça va sinon? Bien, on est mardi, c'est notre 1, 2, 3, 4, on en a fait 4 la semaine dernière, c'est les 4 premières, c'est notre 6e, la matinée Étienne. Je vous rappelle le concept pour les nouveaux. Bienvenue, on lit les journaux ensemble, moi c'est mon petit bonheur, c'est l'actualité, on lit les quotidiens ensemble, on regarde la presse magazine aussi, on lit la presse nationale, on va regarder la presse en région aussi, on en parle ensemble, et puis on parle de la vie aussi, parce que l'actualité c'est la vie, il y a les mauvaises nouvelles, et puis aussi il y a les bonnes nouvelles. Décalage voix vidéo, quelqu'un vient de me signaler un petit décalage voix vidéo, est-ce qu'il est important? Est-ce que ça roule comme ça? Non, on me dit non, on me dit que ça va. Bon, d'accord. Alors c'est peut-être ton téléphone, c'est peut-être ton PC, mon ami. Il y a trop de questions sympas qui me sont posées. J'ai ramené mes parents. Samuel, bonjour aux parents qui sont avec nous aussi. Il y a un côté intergénérationnel qui est assez amusant. Bon, je suis pas tout jeune, moi, vous savez, et tout ça est relativement nouveau pour moi. Et je suis plutôt un représentant des anciens médias, télé, radio, et les journaux pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. C'est pour ça que je vous propose cette petite revue de presse tous les matins. Et puis, je fais quelque part une petite immersion vers les nouveaux écrans, et notamment sur cet espace de liberté que je trouve génial, qui est Twitch. Et je suis très content d'avoir créé ma chaîne qui est toute jeune. 30 ans, non, c'est trop mignon. Oui, j'ai 30 ans. Non, 17 ans. Je sais plus, 17 ans, 30 ans, j'hésite toujours. Bon, je suis assez content de mon matériel aussi. Je suis comme un enfant après Noël. Hein. Je me suis un petit peu équipé. J'ai une table de son. J'ai des, donc j'ai des petits sons rigolos de temps en temps. Puis je m'en suis enregistré un autre hier. Tiens, je vais essayer de vous le trouver. Je vous dis pas d'où ça vient, mais vous allez retrouver la référence tout de suite. Je me suis mis ça de côté comme petit son. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Vous avez la ref ou pas? C'est Kaamelott. C'est Kaamelott. Voilà, je m'amuse comme un petit fou. Bonjour à tous, je sais qu'il y a des fans de Kaamelott ici. Bon les amis, c'est pas tout ça. 9h36, c'est pas parce que je suis à l'heure que je vais vous raconter ma vie. Hein. Elle n'est pas plus passionnante que ça. On va s'intéresser aux journaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce matin? Donc comme j'étais en matinale sur France Info ce matin, eh bien, je vous ai ramené les journaux papier. La semaine dernière, j'étais essentiellement avec ma tablette. Hein, je vous ai capturé toutes les unes, tous les articles qui m'intéressaient. Je mets des gros coups de stabilo au jaune dessus. Et puis, ce travail-là, je le fais pas quand je suis à France Info le matin, hein, parce que les vacances, c'est terminé. De temps en temps, il faut bien travailler aussi. Et je vous ramène les journaux papier. Et moi, ça, j'adore parce que d'abord, c'est beau, les journaux, et puis ça fait du bruit. On tourne les pages. Puis, je vous ai parlé de l'odeur du papier aussi. Il n'y a pas un journal qui a la même qualité de papier, hein, et chaque journal a son odeur. Certains qui, à une époque, c'est plus vrai aujourd'hui, mais qui tachaient un peu les doigts. Il y a des journaux, il fallait se laver les mains après parce que ça tachait un petit peu l'encre, voilà. Et c'est les petits plaisirs de la presse du matin. Bon, ça c'est moins vrai aujourd'hui. Donc, ce matin, je vous ai ramené, pardon, j'ai un peu la goutte au nez, mais c'est pas le Covid, hein, c'est juste un petit rhume. Je vous ai ramené les journaux. De quoi je vous parlerai ce matin? Je vais vous parler du Parisien qui nous parle d'un engouement planétaire. C'est bien optimiste ça. Pour les vaccins contre le Covid-19. On va voir de quoi il retourne, c'est intéressant. Je pose tout ça sur ma table de mixage, c'est pas très sérieux. J'espère que ça va pas poser de problème de son. À propos du Covid-19, toujours, on a un pays qui est un petit peu en avance et pour cause, ça a été les premiers à essuyer la pandémie, puisque tout est parti de là, c'est la Chine. Le Figaro nous parle de 1 an après cette Chine, qui est en train de tourner la page du Covid-19, où la vie serait redevenue quasi normale. Comment le Covid a changé la vie des entreprises, hein, ça a été un facteur accélérateur, notamment en matière de digitalisation, hein, de travail à distance, tout ça. C'est un dossier intéressant dans les Échos. Autre chose, parce qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie.
Heureusement. Le réveil du train de nuit. Libération se félicite que, eh bien, on va pouvoir revoir circuler des trains de nuit en France et en Europe. Bon, on verra que faut rester un petit peu prudent en la matière parce qu'il n'y a pas 1000 trains de nuit qui vont arriver quand même. L'humanité s'intéresse à un vote très important en Argentine aujourd'hui du Sénat sur le droit à l'avortement. Je vous dirai pourquoi c'est important. Une page très intéressante dans l'opinion sur le bon sens. Vous savez, il y a pas mal de politiques. Alors, dans les partis dits populistes, mais pas seulement, qui se réclament du bon sens. Ah, c'est une mesure de bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas un petit peu un miroir aux alouettes, cette notion de bon sens en politique? C'est un dossier vachement intéressant dans l'opinion. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? Bon, ça c'est la question que pose l'équipe à propos de ce monsieur que vous avez reconnu, c'est Karim Benzema. Et l'équipe se demande si c'est pas le meilleur attaquant français de l'histoire, carrément. Voilà, devant Platini, devant Zidane, devant Juste Fontaine, tout ça. Le débat est lancé, il est intéressant. Puis j'ai des petites pépites pour vous ce matin. Un super dossier dans les pages culture du Figaro, qui sont très bien faites d'ailleurs, sur Clint Eastwood, le cinéaste, le réalisateur, après sa carrière d'acteur, des super beaux films. Et puis, excellente page également, ce qu'on appelle les pages saumon du Figaro, sont les pages écho, c'est vraiment l'écho, c'est pas de l'écho pointu, c'est de l'écho, je trouve, très bien décrypté, c'est vraiment très très bien fait. La journaliste chinoise qui vient de se faire condamner, je vois, c'est Anna la licorne qui nous en parle, à 4 ans de prison, pour avoir montré au public l'état des hôpitaux chinois désastreux, c'est très intéressant. On a passé ce matin un reportage d'ailleurs dans la matinale de France Info, un reportage qui raconte l'histoire de cette journaliste chinoise. Elle a pris 4 ans de prison justement pour dépeindre la réalité de la crise sanitaire et notamment à Wuhan, d'où est partie l'épidémie. Et je vais vous en parler puisque vous avez vu que vous avez une de quotidien ce matin justement sur la crise sanitaire en Chine. Donc très bonne question de mademoiselle ou de monsieur la licorne à l'instant. Désolé, je lis pas toutes les réactions parce que j'essaie aussi de vous lire un petit peu les journaux, mais quand je peux, je vous les lis. Et puis donc dans les pages écho du Figaro, si je vous le mets à l'endroit c'est mieux quand même, il y a des choses vraiment intéressantes, vous verrez, notamment sur, alors il y a peut-être pas mal de gamers parmi nous ce matin, KFC, donc les poulets, hein, les ailes de poulet, tout ça, qui pourrait lancer sa console de jeu qui réchaufferait aussi le poulet frit. Alors, moi j'ai lu ça, je me suis dit, bon, c'est le 1er avril, je me suis réfléchi, non, on n'est pas du tout le 1er avril, c'est quoi cette histoire? Bon, vous en avez peut-être entendu parler. C'est très étrange. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'est pas le 1er avril. Ce qui est étrange, c'est qu'on est dans un quotidien qui est sérieux, qui est le Figaro. Et donc, c'est quoi cette histoire de console, de jeu KFC qui peut réchauffer le poulet? Est-ce que c'est un coup marketing? Qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis ça de côté. C'est bizarre, non? Allez, je vous range tout ça. Ça, c'est petite promesse, vous avez vu, hein, c'est l'art du teasing. Je vous ai dit un petit peu de quoi on allait parler ce matin. On est ensemble pour un petit moment, hein, au moins, je dirais, au bas mot, 1h30 ensemble pour détailler cette presse. Je vous ai mis de côté aussi sur la tablette, vous allez voir des choses. Oh, je m'en donne le tournis de tout ça. Sur la tablette, on jettera un coup d'œil au Monde. Moi, c'est mon petit plaisir, vous savez, c'est le plaisir du soir. Je vous rappelle que contrairement à tous les quotidiens que je viens de vous montrer, Le Monde est un quotidien dit du soir, qui sort en fait en début d'après-midi. Maintenant, il a pris de l'avance ces dernières années, mais c'est un journal de référence. Et évidemment, je le mets toujours dans ma revue de presse. Donc, on va feuilleter le Monde ce matin. Je vous montre très rapidement la une du Monde que je veux vous montrer. Vous savez que je suis devenu un pro des enchaînements. Attention, vous êtes prêts? Ça aussi, ça marche, j'ai eu peur que ça marche pas. Covid-19, les régions qui inquiètent l'exécutif. On verra une carte ensemble, je peux vous la montrer déjà rapidement, qui est vraiment étonnante. À droite, là où c'est l'est du pays, et ben c'est là où le Covid est le plus présent, hein, au pourcentage de la population. Il n'y a pas vraiment d'explication avancée par les scientifiques, en tout cas c'est pas dans la presse ce matin. Mais c'est une des raisons qui inquiète un petit peu, vous savez, alors qu'il y a un conseil de défense qui se tient d'ailleurs ce matin, conseil de défense sanitaire à l'Élysée, sur la question du 3e confinement. Est-ce qu'il faut un 3e confinement ce matin? Est-ce qu'on va affronter une 3e vague du Covid-19? Bon, ça c'est une des questions dans l'actualité et on lira Le Monde à ce propos. Là je vais tenter un truc qu'on n'a jamais fait encore ensemble, c'est-à-dire que la semaine dernière, je vous ai fait tous les jours, je me rapproche un petit peu, je m'installe, hein, parce que là je me suis arrivé. Je vous rappelle que le matin, j'arrive tout droit de France Télévisions. J'installe tout ça à vitesse grand V, donc je me règle en même temps que je vous parle. La semaine dernière, je vous ai beaucoup parlé de la presse en région, parce que j'avais un petit peu de temps, j'étais en vacances. Donc, avec un petit réveil à 4h du matin, j'allais voir les journaux en région. Et puis, je faisais quelques captures de une, et puis j'allais même à l'intérieur des quotidiens pour trouver des belles histoires en région, et Dieu sait s'il y en a. Bon, là, j'ai pas le temps, pour les raisons de préparation de cette matinale de France Info qui demande un petit peu de travail.
Je peaufine mes cadres, vous inquiétez pas. Donc je vais tenter autre chose ce matin que j'ai pas encore, que j'ai pas fait. On va les parcourir à la volée. C'est une de PQR. Le premier jour, je vous ai donné ce petit mot de jargon. Les journalistes ont dit la PQR, c'est la presse quotidienne régionale. On a une presse quotidienne régionale très riche en France et c'est tant mieux avec des tirages très importants. Je pense que beaucoup d'entre vous savent que Ouest France, par exemple, le quotidien breton, le quotidien de l'Ouest, est le premier journal français en tirage. À une époque, c'était proche du 1 million d'exemplaires. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus proche de 700 000, 800 000 exemplaires par jour. C'est gigantesque. Voilà. Il y a un site qui est très bien, un site internet qui s'appelle, je vais vous le montrer, hop, je repasse sur, voilà, qui s'appelle SPQR, tout simplement, spqr.fr, j'y vais là, voilà, et vous avez chaque matin, d'ailleurs ça arrive au milieu de la nuit, eh bien les unes des journaux en région. C'est intéressant parce que ça permet de voir justement, parfois il y a des dominantes comme ça qui écrasent un peu tout, toutes les unes sont sur un événement, puis parfois au contraire, quand l'actualité, il n'y a pas d'actualité qui s'impose vraiment, on va sur différentes choses. Donc nouvel exercice ce matin, avant d'aller voir la presse nationale que je vous ai montré, on va parcourir un petit peu la presse en région rapidement. SPQR, c'est pas l'armée romaine. Oui, si, c'est rigolo, ouais, c'est vrai. Ce jeu de mots exquis dans le titre, j'adore. Je regarde vos réactions. Faut stabiliser ta cam, mon cher Samuel. Ouais, peut-être que je bouge un petit peu, c'est vrai. Oh, c'est pas très très grave. Moi, j'aime bien ce petit côté fait à la maison aussi. Bon, les amis, allez, on y va. L'Alsace, la une de l'Alsace, par exemple, qui est intéressante, parce que qui se penche un petit peu sur les inquiétudes en ce moment, sur le front de la crise sanitaire. Est-ce qu'on va avoir le droit à une troisième vague? La semaine dernière, on a lu des avis scientifiques français qui disaient qu'on n'allait pas y échapper à cette troisième vague. Cette une de l'Alsace, elle fait référence à ce conseil de défense scientifique, quelle heure il est, 9h45, qui va se tenir ce matin à l'Elysée autour du président Macron. Alors a priori, pas de décision attendue à l'issue de ce conseil scientifique, sauf surprise. C'est ce qu'on se disait ce matin sur France Info, mais il s'agit de faire un point d'étape pour voir si effectivement cette troisième vague, elle arrive ou pas, et s'il va falloir confiné, donc ce serait le troisième confinement pour ceux qui suivent un petit peu ce feuilleton. Donc ça c'est pour la une de l'Alsace. Sinon qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Je pourrais vous montrer, alors évidemment le bonheur de la presse, c'est parfois le bonheur des jeux de mots aussi. Courrier Picard, on est dans la Somme, Covid-19, ça commence à piquer. Ça commence à piquer. Ah zut, je voulais faire un effet, mais évidemment je suis pas sur le bon truc. Excusez-moi, je fais mes petits réglages, je vais retrouver ma petite palette de son parce que je l'adore. Voilà, donc ça commence à piquer. Voilà. Bon, ça c'est le début de la campagne de vaccination, ça a commencé dimanche en France dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Et là-dessus, je ne sais pas si on en parlera ce matin dans la revue de presse, mais il y a un début de polémique. Libération en faisait sa une hier. Plusieurs pays ont choisi d'y aller franco, fort. Campagne massive, dès le début. États-Unis, Grande-Bretagne, Israël, d'autres également. On y va franchement. C'est des centaines de milliers, c'est des millions de vaccinations. En France, on est à quelques dizaines de vaccinations par jour. Ça a commencé tout doucement dimanche, on commence dans les maisons de retraite, et une des interrogations c'est est-ce que c'est la bonne stratégie? Alors le pouvoir politique ne le dit pas clairement, mais en fait l'histoire c'est quoi? C'est que le gouvernement a conscience de l'esprit de défiance français, qui n'est pas nouveau vis-à-vis des vaccins, et préfère y aller doucement. L'idée c'est que, voyant que si ça se passe bien dans les pays étrangers, et a priori, c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le Parisien, tout à l'heure ensemble, ça semble se passer bien, c'est-à-dire que malgré ces vaccinations massives qui ont commencé, il n'y a pas de problème, il y a peu d'effets indésirables, ça pourra convaincre les Français de se vacciner en masse. D'où l'intérêt de cette une du Courrier Picard que je vous remontre à l'instant, ça commence à piquer. Inévitable, se demande le Dauphiné libéré, inévitable, la troisième vague, inévitable, le troisième confinement. Vous voyez, des interrogations qui reviennent beaucoup. Vous qui êtes plutôt jeune, puisque sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitch, si on prend, alors c'est une moyenne, mais la moyenne d'âge est plutôt jeune, ça va peut-être vous parler. Nouvel an, le risque des fêtes clandestines. Ça c'est la une de la Dépêche du Midi. Voilà, je vous la mets. Que dit la Dépêche du Midi? Que depuis quelques semaines, quelques mois, c'est un phénomène qui existe, c'est les fêtes clandestines interdites qui contournent le confinement, qui contournent le couvre-feu. Ça pose des problèmes sanitaires, bien sûr. Et la Dépêche du Midi s'appuie sur un sondage selon lequel 50% des 15-24 ans disent vouloir fêter le passage à la nouvelle année. Ce qui ferait craindre une nouvelle explosion
des contaminations après le réveillon. Bon, c'est pas parce que dans un sondage, les jeunes disent qu'ils veulent célébrer le Nouvel An que forcément ils vont prendre des risques. Voilà, ça me paraissait une conclusion un petit peu hâtive, mais effectivement, la crainte de toute façon, c'est que ces fêtes du réveillon, même avec les précautions qui ont été préconisées et dictées par le gouvernement, eh bien, il y a des déplacements, il y a des brassages, on se retrouve quand même entre amis, en famille, on prend des précautions, mais à l'impossible, nul n'est tenu, et d'où les craintes que les contaminations repartent à la hausse. En tout cas, crainte autour des fêtes du Nouvel An, évoquées ici par la dépêche du midi. Qu'est-ce qu'on a ? On a parfois des bonnes nouvelles, parce que là on parle de ceux qui prennent des risques, il y en a bien sûr, puis il y a ceux qui vont être tranquilles pépouses, à la maison. Le 31, c'est resto à la maison, c'est ceux qui vont pas prendre le risque. On rappelle la recommandation, 6 adultes maximum à table, on fait attention, on met les masques quand on mange pas, etc. etc. C'est bamboche limité. Le 31, c'est resto à la maison, c'est la une de l'Écho républicain, qui se félicite notamment du fait que, vous savez combien c'est compliqué pour les restaurants en ce moment. Et ben certains essayent de tirer quand même leur épingle du jeu malgré tout et proposent des repas de fête à emporter en click and collect maintenant. Et les restos qui le font, ça marche du feu de Dieu, c'est le constat de ce journal, l'Écho républicain. On est dans un jour naissante. Bon là je suis parti sur Météo France, n'importe quoi. Excusez-moi. Alors ça c'est l'Écho républicain. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer en une de la presse en région ? Eh bien, vous en avez peut-être entendu parler, eh bien ce sont ces 3 soldats français de la Meuse, précise l'Est républicain, ici meusien, qui ont été tués au Mali. Voilà, donc on décrivait les conditions ce matin sur les chaînes info, notamment France Info, de la mort de ces 3 soldats. Dans la lutte contre le terrorisme, toujours. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi d'intéressant ce matin dans la presse en région aux larmes, là c'est la une de La Montagne, autre journal du centre, mais là il ne s'agit pas des... Alors là j'ai une hésitation parce qu'en fait il n'y a pas de précision de La Montagne, il peut s'agir de 2 choses. Est-ce que c'est une anticipation de l'hommage qui sera rendu aux 3 militaires, ou alors un hommage, celui qui vient d'être rendu, vous savez, aux 3 gendarmes qui ont voulu secourir une femme qui s'était réfugiée sur le toit d'une maison, qui était poursuivie par un conjoint violent et qui ont été abattus par le forcené, selon le mot consacré. Je pense qu'il s'agit plutôt de cela, d'où cette photo qui a été prise. Sinon, toujours dans la presse en région, qu'est-ce que je peux vous montrer qui a... voilà la une du Progrès de Lyon qui évoque cette polémique dont je parlais tout à l'heure, qui était mise en avant par Libération. Est-ce que la France a... Oui, c'était lundi l'hommage aux 3 gendarmes et c'est des tenues de gendarmes. Merci Coé, 44,91 pour la précision. Donc la une qu'on vient de voir de La Montagne, le quotidien de La Montagne, c'est bien ça. C'était bien cet hommage pour la mort de ces 3 gendarmes. La polémique sur est-ce que c'est la bonne stratégie en France ? Les autorités ont décidé d'y aller doucement, de commencer doucement. C'est pas un plan de vaccination massif, on commence doucement, quelques dizaines de personnes dans les EHPAD et on voit ce qui se passe et on accélère ensuite. C'est ce qu'évoque le Progrès, là dans un quotidien dans la région de Lyon, les vaccinations en catimini. Voilà, voilà, je pense que là, on n'a pas fait toutes les unes de la presse quotidienne régionale. Je vais vous en montrer une dernière une. Et puis après, on va aller voir la presse nationale. Je vous montre cette dernière une qui est la une de l'Union. L'Union, là, on est dans la région de Reims. Et qui rappelle que l'une des conséquences négatives de cette crise sanitaire, c'est que parfois, on s'est moins bien soigné, on s'est moins rendu dans les cabinets, dans les hôpitaux, pour les cliniques, pour d'autres choses que pour le Covid, et notamment les malades contre le cancer n'ont pas toujours pu bénéficier d'un suivi optimal. D'où cet appel de l'Union ce matin, qui est important, je crois, ne baissons pas la garde contre le cancer. Voilà pour ce petit passage en revue. C'est la première fois qu'on faisait ça en direct ce matin. Un article sur ces Allemands qui ont reçu 5 doses à la place d'une seule, nous dit Patman 67. Ouais, c'est vrai, il y a des Allemands qui, par erreur, je crois que ce sont des soignants, d'après ce que j'ai lu ce matin, qui ont reçu 5 doses de vaccin. D'après ce que j'ai lu ce matin, il n'y a pas eu d'effet secondaire malheureux pour ces personnes. Le kangourou échappé en Dordogne, non, j'ai rien lu là-dessus. Je vous parlerai pas de tout. Paf, changement de scène, magnifique. Bon, alors, tout à l'heure, on retournera voir. Ah bah si, on allait voir. Est-ce qu'on va voir Le Monde maintenant ?
Oui, ouais, c'est intéressant. Oui, d'accord. Donc Le Monde, le journal du soir. C'est sympa de commencer par Le Monde. Regardez, je vous ai mis un petit... j'ai mes petits signes cabalistiques, j'ai mes petits signes qui me résument un petit peu ce que j'ai envie de dire parfois dans une revue de presse. Vous voyez le R en haut à gauche. En fait, c'est parce que je trouve que Le Monde nous a proposé un très bon résumé de la crise sanitaire. Parfois, on n'a pas le temps de lire tous les journaux. Parfois, on n'a même pas le temps de lire un journal. Parfois, c'est très bien résumé. Ici, c'est le cas en une du Monde. Covid-19, les régions qui inquiètent l'exécutif, et ce résumé que je vous lis donc parce qu'il est très bien fait. Alors que commence la campagne de vaccination, la moitié est de la France affiche une progression inquiétante de la circulation du virus. Face à ce pic épidémique, des maires tels que ceux de Reims, Nancy et Nice appellent à un reconfinement localisé. Ça, c'est une hypothèse qu'on n'a pas encore évoquée ce matin. Des reconfinements qui ne seraient pas nationaux, qui seraient localisés, ou un durcissement des mesures. L'effet sanitaire des retrouvailles familiales de Noël et du Nouvel An, on l'a évoqué, n'est pas encore mesuré, bien sûr, il nous faut un petit peu de délai. On pense, c'est ce que je disais ce matin, qu'autour du 7 janvier, on sera en mesure de dire si les fêtes de fin d'année ont eu un effet sur la courbe de contamination. Donc n'ont pas encore été mesurés, pas plus que l'impact en France du nouveau variant du Covid-19, vous savez, celui qui est apparu en Grande-Bretagne. D'où, fin de ce petit résumé, qui est très bien fait je trouve, dans Le Monde. Un conseil de défense sanitaire, je vous en ai parlé, doit être réuni par le chef de l'État mardi, en fait c'est ce matin, et le ministre de la Santé affirme qu'aucune hypothèse n'est exclue. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que parfois il faut lire entre les lignes. Aucune hypothèse exclue, ça veut dire qu'il y aura peut-être un 3e confinement. Voilà, donc le 2e reconfinement. Donc Le Monde nous propose... Ah ouais, il y a une autre histoire intéressante dont je vous parlerai après. Cette carte qui est étonnante, parce que voilà, elle nous montre que c'est clairement l'Est de la France qui est aujourd'hui le plus touché. C'est le taux d'incidence par département, c'est la proportion de la population qui est la plus touchée. Donc clairement, ça se passe dans l'Est. Alors, j'ai lu Le Monde et la presse avec beaucoup d'attention à ce propos ce matin. Je voulais comprendre, je voulais qu'un scientifique me dise, mais pourquoi c'est l'Est qui est le plus touché? Pourquoi c'est pas l'Ouest? Pourquoi c'est pas le Sud-Ouest? Pourquoi c'est pas Non, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'explication. En tout cas, il n'y a pas d'explication avancée par les scientifiques aujourd'hui. Il y en a sûrement une, mais je vais la guetter parce que cette carte, elle est intrigante, quoi. Elle nous interpelle. Pourquoi c'est l'Est comme ça? Bon. Et puis, certains petits malins et lecteurs très rapides ont déjà vu de quoi il s'agissait. Autre article intéressant dans Le Monde hier soir. Ce déjeuner secret. C'est dommage parce que je le vois bien sur mon écran, puis je l'ai trop zoomé, donc vous en avez une toute petite partie, désolé. Mais je vous le lis, déjeuner secret entre un conseiller d'Emmanuel Macron et Marion Maréchal. Tadam, un déjeuner secret. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous ment, on ne nous dit pas tout. Non, mais non. En tout cas, Le Monde, lui, il sait. Alors, c'est intéressant de dire Le Monde parce que c'est Le Monde qui a sorti l'affaire. Ce matin, si vous lisez la presse, vous avez plein d'autres journaux qui parlent de ce déjeuner secret, mais rendons à César ce qui est à César, ou plutôt au Monde ce qui est au Monde. C'est Le Monde qui a sorti l'info de mémoire dimanche sur son site internet, lemonde.fr, qui est un excellent site internet. Alors, déjeuner secret entre un conseiller d'Emmanuel Macron, Bruno Roger Petit, pour ne pas le nommer, qui est le conseiller mémoire du chef de l'État. C'est pas un conseiller pense-bête, c'est pas un conseiller qui lui met des post-it. Excellente blague de Samuel Etienne. Sur le bureau du président, c'est le conseiller sur les questions d'histoire, un conseiller mémoire, conseiller mémoriel, pourrait-on dire, qui a invité la nièce de Marine Le Pen. Donc Marion Maréchal, qu'il ne faut plus appeler Marion Maréchal Le Pen maintenant, parce qu'elle veut qu'on l'appelle Marion Maréchal, on se demande pourquoi, et figure de l'extrême droite identitaire. Voilà, donc ça c'est su. A priori, ça ne voulait pas se savoir, ça ne devait pas être su, parce que, et l'article nous raconte très très bien, c'est Le Monde, donc c'est toujours très bien raconté. Le déjeuner, j'arrive à vous le montrer, a eu lieu le 14 octobre. C'est pas tout neuf cette histoire. Ça a eu lieu le 14 octobre. Et on ne l'apprend que maintenant, on l'a appris dimanche. Donc Bruno Roger Petit, qui est l'un des plus anciens collaborateurs d'Emmanuel Macron, a donc invité, c'est lui qui est à l'origine de l'invitation, c'est important, Marion Maréchal, à partager un repas. Alors pas n'importe où, pas en terrasse de Pizza Pino, puis de toute façon c'est fermé en ce moment, dans le petit salon confidentiel de cette brasserie de Montparnasse, où on peut rentrer par l'arrière et s'attabler loin des regards indiscrets. Bon, là on a bien compris qu'effectivement,
Il s'agissait d'être discret, que ça ne devait pas forcément se savoir. Le Monde nous rappelle d'ailleurs que c'est là que François Mitterrand donnait ses rendez-vous à sa fille Mazarine dans les années 80, après l'école, quand à l'époque personne ne savait que François Mitterrand avait une fille qui s'appelait Mazarine. Les plus anciens s'en souviennent. Qu'attendait, bonne question du Monde, qu'attendait, regardez, Bruno Roger Petit de cette rencontre? Échanger au sujet de Marine Le Pen? L'attente. Prendre le pouls des ambitions politiques de Marion Maréchal, qui a dit qu'elle n'irait pas à la prochaine présidentielle. Passer en revue les candidatures à la droite de la droite, dont Emmanuel Macron et ses stratèges espèrent qu'elles seront les plus nombreuses possibles. Alors, ce qui est drôle, c'est que le journal a interrogé Marion Maréchal, et elle a dit je sais pas trop de quoi, en fait, et elle n'a pas bien compris l'objet de l'invitation. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et lui, parce qu'en fait, les deux interlocuteurs, les deux principaux intéressés ont répondu aux questions du Monde. Lui, il reconnaît qu'il a invité, à titre personnel, c'est le mot important, Marion Maréchal à déjeuner. Je voulais savoir ce qu'elle avait à dire et s'il était en résonance avec l'état de l'opinion, ce qui n'est pas le cas. Et, donc, il invite madame ou mademoiselle à déjeuner, puis il dit aux journalistes du Monde, je l'ai invité pour savoir s'il avait quelque chose d'intéressant à dire par rapport à la société française, au monde dans lequel on vit, puis il dit non, ce qui n'est pas très sympa, mais bon. Que dit encore le... Ah oui, alors, le Monde essaie de décrypter le pourquoi du comment, là, d'aller un petit peu plus loin que les propos de Bruno Roger Petit. Le Monde nous explique que le conseiller, en fait, veut pousser le président à, je vous ai mis ça en rouge, parce que ce sont vraiment les mots importants de l'article, à trianguler. Alors ça, c'est une expression de Bruno Roger Petit. Et il aimerait que le président Macron triangule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que trianguler, ça veut dire piocher des propositions dans les thèmes fédérateurs des autres. Il y a un thème qui fonctionne chez les autres, par exemple dans l'opposition, on va aller leur piquer. On va aller transgresser les clivages traditionnels pour séduire les électeurs du camp adverse. C'est ça, la triangulation souhaitée manifestement par Bruno Roger Petit, c'est ce qu'il propose au président Macron. Alors, ça ne devait pas se savoir, ça c'est su, et il y a des réactions, voilà, c'est ici, je vais vous les lire. Alors, réaction dans la majorité, il y a un peu de colère, il y a une marcheuse de la première heure par exemple, c'est Astrid Panosian, confondatrice et trésorière d'En Marche, le parti présidentiel, donc vraiment militante de la première heure, qui a critiqué ce rendez-vous. Il y a des gens qu'on ne sonde pas, dit-elle, pas à titre personnel, on les combat à titre collectif. Marion Maréchal et toute sa clique en font clairement partie, voilà ce que dit cette dame. Le vice-président de la République En Marche, toujours du côté de la majorité de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon, c'est pour sa part fondu d'un rappel avec l'extrême droite, c'est la même idée, on ne discute pas, on ne transige pas, on la combat. Et puis dans l'opposition de gauche, on critique, puis on rigole aussi, c'est là, c'est Alexis Corbière, qui est le député de la France Insoumise, que vous connaissez peut-être, qui a ironisé le macronisme face à l'extrême droite, un rempart, non un rencard. Un rempart, non un regard, c'était bien trouvé quand même. Voilà, donc, c'était l'histoire que je trouvais assez passionnante d'un déjeuner secret, qui devait rester secret, qui n'est plus, grâce au quotidien Le Monde, qu'a sorti l'affaire dimanche sur son site internet. Et pour ceux qui s'interrogent sur l'importance des journaux, des médias traditionnels, des rédactions à l'ancienne, eh bien, ça sert notamment à ça. Voilà, parfois à aller chercher les infos qu'on n'a pas voulu porter à notre connaissance. C'est le travail d'enquête des journalistes qui est toujours passionnant. Voilà pour Le Monde. Je crois que du côté de ma tablette, c'est tout pour ce matin. Je vérifie parce que parfois je vous mets des trucs de côté puis j'oublie. Non, ça veut dire qu'on va pouvoir aller voir les journaux papier. Voilà. Samuel a stabiloté son écran. Oui, alors je rassure les inquiets. C'est Hermus23 qui me signale ça. Alors je suis un petit peu âgé, c'est vrai. Je suis pas un geek, je suis pas très féru de technologie. Vous avez remarqué que le stream marche bien ce matin, mais je ne stabilise pas. Je mets pas de stabilo directement sur ma tablette, quoi. J'ai appris à le faire de façon numérique. Alors, je mets pas de jaune partout sur mon écran que je nettoie après. Je sais pas si ça peut vous rassurer. Quoique dans une rédaction, un jour, j'ai vu ça, quelqu'un qui devait être fatigué sans doute et qui a mis des coups de stabilo sur un écran de PC, quoi. Mais je pense que la personne était fatiguée. Je pense qu'elle savait que ça marchait pas comme ça. Mais non, je ne mange pas encore de carte graphique. Pas encore. On attaque la presse papier? Vous êtes prêts? C'est parti. Le Parisien. Ah, moi j'étais un petit peu surpris par ce titre quand même, qui était hyper positif, mais pourquoi pas, parfois il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité aussi. Le Parisien, vaccination, un engouement planétaire.
englouement planétaire. Génial. Alors, on a envie d'en savoir plus. Le Parisien, de Washington à Jérusalem, les campagnes d'administration du vaccin anti-coronavirus rencontrent un franc succès et peu d'effets indésirables. Ah, c'est intéressant quand même. Donc là, on parle de certains pays comme, je vous le disais tout à l'heure, les États-Unis, la Grande-Bretagne, il y a Israël, il y en a d'autres, qui ont fait le choix. J'adore ce bruit, quel bonheur. Qui ont fait le choix de plans de vaccination massifs, beaucoup plus massifs qu'en France, et ça semble, restons prudents, ça semble bien se passer. Ce qui intéresse Rémi Dessart, qui signe l'édito du Parisien ce matin, c'est que peut-être que ça va pouvoir changer la donne en France, puisque, on va le rappeler, les autorités françaises ont fait un autre choix. Pardon, toujours mon petit rhume, désolé, c'est pas très chic, mais un autre choix, celui d'un plan de vaccination qui n'est pas massif, qui est prudent. Dimanche, il y a eu quelques dizaines de vaccinations en France, à peine, dans les EHPAD principalement, et donc c'est un plan de vaccination prudent. Alors que l'objectif, c'est de stopper l'épidémie, la pandémie. Alors pourquoi prudent ? Parce que le gouvernement, les autorités ont conscience des réticences. En France, on est un des pays, bizarrement, alors qu'on est la patrie de Louis Pasteur, les plus réticents quant au vaccin, vous le savez, hein, je vous ai montré d'ailleurs un classement à ce propos, on est vraiment, sur ce classement mondial, on était avant-dernier, juste derrière nous, il y avait la Serbie et la Croatie, je crois, dans le classement que je vous ai montré hier, je ne sais plus dans quel quotidien. Donc c'est assez étonnant, mais donc le gouvernement a conscience de ça et il ne veut pas aller trop vite. Il veut expliquer, il veut convaincre, il veut laisser les scientifiques expliquer, les médecins nous rassurer. Et ce que dit ce matin Rémi Dessart, pardon, je fais plein de pas de côté, dans son édito, c'est que ce qui se passe à l'étranger, le fait que ça se passe bien, va peut-être convaincre les Français de se faire vacciner eux aussi massivement. À condition qu'on ait les doses de vaccin. Remarque un instant de Nat Benny, parce qu'on n'a pas de dose de vaccin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème à ce niveau-là, aux États-Unis, on vaccine par centaines de milliers, par millions. Là, je sais que le pays est un peu plus important, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau de la commande de vaccins ? Ça, je n'ai pas l'information, mais on va se pencher sur ça. J'ai vu une question tout à l'heure, il y a 5 minutes, mais dans le chat qui m'a interpellé. Est-ce que tu vas te faire vacciner, Samuel ? Bon, moi, je n'aime pas trop parler de moi, parce que c'est pas l'objet de la situation ici, puis moi, je suis pas un militant, je suis pas un convaincu, dans le sens que je me méfie des gens trop convaincus, parce que à être trop convaincu parfois de ses idées, on va vers l'envie, c'est d'imposer ses idées, et parfois ça peut aller jusqu'à la violence en matière politique ou religieuse. Je pense que on le voit souvent. Donc moi je suis plutôt prudent sur la vaccination. Pour être tout à fait honnête, comme tous les Français, je vais regarder les histoires des effets secondaires. J'ai compris, j'ai lu que effectivement, comme tout vaccin, il pouvait y avoir des effets secondaires. Pour les personnes qui avaient un terrain, comme on dit, allergique très fort, il pouvait y avoir éventuellement des complications. Ce que je note, c'est qu'a priori, on ne nous parle pas aujourd'hui d'effets secondaires importants. Et donc, une fois avoir vu cela, oui, je vais me faire vacciner. Et pas pour moi. Malgré mes cheveux blancs, je suis encore en pleine forme. Et voilà, je suis pas dans la frange de la population la plus fragile et la plus mise en danger. Vous savez que c'est plutôt les personnes âgées par ce vaccin. Mais la vaccination, pour moi, c'est d'abord se vacciner pour les autres. C'est participer à la protection collective, quoi. Donc si je me protège, c'est pas pour éviter une semaine au lit, c'est pour me dire que je veux pas être un vecteur de transmission. Voilà. Donc ça c'est un choix personnel. Mais bon, encore une fois, je suis pas trop partisan de donner mes opinions, mais sur des questions comme ça, moi je rechigne pas à le faire parce que je pense que c'est d'intérêt public. Voilà, ça c'est la une du Parisien. Quelle heure il est ? 10h07, j'ai parlé d'un journal national, c'est bien, on est dans les temps. Tout à l'heure, donc on a commencé à 8h30, je vais vous laisser à 11h ce matin, à 11h05, 11h10 maximum, parce que j'ai un super rendez-vous sympa, parce que depuis que j'ai commencé cette petite histoire avec vous, j'ai plein de médias traditionnels qui trouvent ça très intéressant, qui eux aussi s'intéressent aux nouveaux écrans et une nouvelle façon de consommer, notamment l'information. J'ai eu la chance d'avoir un très bel article dans Le Monde sur cette aventure, j'étais très très fier. Et puis demain, je serai en direct sur Europe 1 pour parler de cette aventure que je vis avec vous. Et ce qui est top, c'est que Europe 1 m'a dit, donc c'est Pascal Clark qui fera l'interview, est-ce que vous voulez bien venir en studio à Europe ? Et moi je leur ai dit, mieux, parce que là on sera en plein stream, c'est l'heure de mon stream, c'est l'heure de la matinée Étienne. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fait l'interview en direct, comme ça,
les amis du chat seront dans la boucle. Et demain, quelle heure? Ce sera, on m'a donné une fourchette, 9h15, 9h45, je crois, de mémoire. Donc c'est pile sur le chat. Donc plutôt que pas faire mon stream du matin, ma matinée Étienne, je fais le stream. À un moment, je vous préviens, je dis attention les amis, je vous laisse 10 minutes. On fait l'interview avec Europe 1. De toute façon, on va parler de ce qu'on est en train de faire, voilà. Donc vous pourrez commenter. Je vais essayer de régler ça cet après-midi au niveau technique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à 11h15, je vous laisserai absolument parce que j'ai des petits tests techniques à réaliser avec la régie d'Europe 1. Voici pour la petite parenthèse. Bon, je vous ai donné rendez-vous pour demain. J'ai un message trop sympa de Panhou. Trop mignon. Je ne sais pas si tu as conscience de l'impact de ton activité actuelle sur Twitch. Tu as réussi à se faire lever, notamment des gens qui n'avaient pas l'habitude de se lever à cette heure-là et plein d'autres choses positives. Merci, vous êtes vraiment trop sympa. J'ai la chance d'avoir vraiment un chat super. Je m'en rends compte et je vous remercie parce que c'est un bonheur. Parlons de la Chine. Un an après, la Chine tourne la page du Covid-19. Dossier extrêmement intéressant dans le Figaro. Et on a un édito aussi très intéressant qui nous rappelle, le Figaro, que tout est parti de là-bas. La Chine, même si Pékin essaye un petit peu de nous faire croire que c'est pas le cas, parce que ça les arrange pas du tout en termes d'image. C'est parti de Wuhan, bien sûr. Et donc, un an après, la Chine tourne la page du Covid-19 parce que le Figaro nous explique qu'il faut aussi reconnaître que la Chine a effectué un spectaculaire rétablissement, qu'aujourd'hui la population retrouve progressivement la vie d'avant. La vie sans masque, la vie sans restriction, la vie avec les sorties au resto, etc. C'est après qu'on espère aussi bientôt chez nous, dans le reste du monde, en Europe et en France bien sûr. Au niveau économique, ça repart aussi. Bon, ça aussi c'est l'économie chinoise qui est assez étonnante. Je vois qu'il y a des variations de lumière parfois, ça devient un petit peu sombre. Dites-moi si ça vous gêne, c'est peut-être quand je m'éloigne un petit peu de la caméra, je crois. D'ailleurs, est-ce que j'ai connecté la bonne caméra? Test en direct. Désolé, ouais c'est bon, c'est la bonne. Et donc l'économie aussi, puisque l'économie chinoise sera, nous explique le Figaro, la seule économie majeure qui sera en croissance, qui sera dans le positif, qui ne sera pas en récession. Là, cette année, croissance de 2,1% due à une reprise vigoureuse au second semestre. Tout va bien en Chine. Alors le Figaro nous demande d'une façon un peu provocatrice, alors est-ce que c'est un modèle? Est-ce que le modèle chinois peut-être un modèle, puisque eux ont réussi, ce qu'on essaie de faire, c'est à vaincre le Covid. Bon, la réponse, je vous spoil l'édito, c'est non. Philippe Gély écrit ceci. Que s'est-il passé en Chine? Le dictateur rouge Xi Jinping, c'est le président chinois, estime avoir démontré la supériorité du modèle socialiste aux caractéristiques chinoises. On va rappeler que c'est une économie, c'est un système politique très particulier, puisque c'est une économie qui n'est pas communiste, qui n'est pas marxiste, qui est teintée de libéralisme, mais avec, au niveau économique, il y a une forme de liberté, ce qui explique d'ailleurs les performances du modèle économique chinois. Au niveau politique, en revanche, c'est complètement verrouillé. Donc c'est la particularité de la Chine. Pour avoir mis à l'isolement des dizaines de millions d'habitants derrière une grande muraille de quarantaine, organiser une réponse médicale de type militaire, fermer les frontières de son pays et placer sous surveillance l'ensemble de la population, tenu à la discipline et au silence, le régime communiste est parvenu à neutraliser le virus, s'immunisant contre une deuxième vague au moment où nous redoutons la troisième. Ce que le Figaro nous dit, c'est que oui, effectivement, si on avait pris dans nos démocraties occidentales des mesures comme celles qui ont été prises en Chine, qui sont celles d'un régime dictatorial, d'un régime d'exception, avec le peu de cas de respect que l'on tient dans ce pays des libertés individuelles, oui, on aurait forcément obtenu un autre résultat. La question c'est, est-ce qu'on veut d'un régime politique chinois dans nos démocraties occidentales et en France, et accepter de placer toutes nos libertés individuelles bien au fond de notre poche avec un mouchoir dessus, je pense que la réponse est non. Donc, faux modèle, c'est le titre de l'édito ce matin de Philippe Gély, qui s'inquiète aussi par ailleurs parce que cette victoire pour Pékin, écrit toujours le journaliste, est porteuse d'un nouveau péril. Le surcroît de confiance qu'elle a fait naître chez les dirigeants chinois se traduit par une agressivité décuplée envers Hong Kong et Taïwan sur l'Himalaya comme en mer de Chine du Sud. Vous savez que la Chine est un pays, expansionniste, avec des revendications fortes sur des territoires. Il y a des tensions importantes en différents points du globe à ce propos. Et là, la Chine
qui est en confiance, puisqu'il est en gros la première puissance à sortir de la crise, essaye de profiter de cet avantage momentané, notamment avec une certaine diplomatie du vaccin, en exportant son vaccin à travers le monde, de s'imposer encore un peu plus sur le plan diplomatique. Un dossier plutôt intéressant. Dans le Figaro ce matin, je vous parlerai du Figaro tout à l'heure avec des pages... les pages culture et les pages éco, notamment avec cette fameuse console de jeu friteuse là, de KFC qui est un peu bizarre, pour ceux qui n'étaient pas là au début, un truc très très étrange, mais que je vous ai mis de côté pour la toute fin. Je vous montre très rapidement ce dossier des Échos ce matin, le quotidien économique du matin, comment le Covid a changé les entreprises. Je vous résume ça très simplement. Les Échos nous disent qu'en fait la crise sanitaire a eu quelques effets aussi positifs d'accélération au niveau de la digitalisation, de la numérisation, je ne sais pas si on peut dire ça, de notre entreprise, accélération du télétravail, accélération du click and collect. Donc c'était des choses qui étaient déjà là, mais la crise a accéléré. Ça a montré aux entreprises qui étaient frileuses, qui hésitaient, notamment sur le développement de leur vente sur Internet, que ça marchait très très bien. Donc, c'est un des aspects, alors positif ou pas, après certains peuvent critiquer le télétravail ou la vente sur Internet, mais en tout cas c'est un aspect qui est boosté par la crise, et c'est quelque chose qui va rester. Après, c'est le constat ce matin des Échos. J'ai mis un petit post-it page 16 sur ce dossier, mais en fait ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire voici ce qui a changé et ce qui va sans doute continuer à changer après. Conversion numérique des restaurateurs, les restaurants qui vendent de plus en plus à emporter, l'immobilier qui se détache de la paperasse, bah oui, parce que comme on pouvait plus se voir, il y avait moins de paperasse, il y a plus de numérique, le luxe qui cède à la toile, ça c'est intéressant. Le luxe c'était un secteur qui était très rétif à la vente sur Internet parce que c'était pas assez chic. Le luxe, c'est la belle boutique sur les Champs-Élysées, la belle boutique de façon générale, on vous accueille, il y a une qualité de service, on vous fait un magnifique paquet, ça dure une plombe d'ailleurs, enfin bon, c'est le luxe quoi. Alors, tandis que vous envoyez un paquet par FedEx ou autre chose qui arrive un peu cabossé à la maison, c'est pas très luxe. Bon, bah là, le luxe y est mis. Et même les voitures, et ça, c'est évoqué par le dossier aussi, des Français, ils sont pas des millions, mais pendant la crise, ont acheté leur voiture, clic, sur Internet. Bon, ça aussi, c'est une révolution. Et du coup, du côté des agences, des concessions de voitures, ça inquiète un petit peu. Savoir si ça va se développer. On comprend les inquiétudes de ces ventes d'auto sur Internet. En quelques clics, on personnalise sa voiture. On se la fait livrer à la maison. Voilà. Je vois le luxe est un peu chiant. Pourquoi le luxe est un peu chiant alors ça, c'est l'exemple typique, pardon mes amis de Libération, mais du titre qui fait envie, là on se dit topissime, puis après on lit l'article, on se dit non en fait c'est pas la folie. Je me résume. Le réveil du train de nuit. Alors c'est Libération qui s'enthousiasme, qui nous dit on a ces dernières années vu disparaître les trains de nuit en France, et puis ça y est, ils reviennent, moins polluantes que l'avion, mais aussi plus propices aux rencontres et à la rêverie. Des lignes couchettes vont être rétablies en France et dans plusieurs pays européens. On se dit formidable, parce que Libération nous explique que c'est très bien pour l'environnement. C'est écrit dans l'édito d'Alexandra Schwarzbrod ce matin. Très bonne nouvelle pour l'impératif climatique. Comparé à l'avion, à la voiture ou au camion, le train est le moyen de transport le plus écologique, nous rappelle donc Alexandra Schwarzbrod dans l'édito ce matin, le seul susceptible de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on se dit ok, super, donc le train c'est top, le train de nuit c'est top, et les titres de Libération, c'est toujours un bonheur. Libé, c'est le spécialiste des bons titres, vous le voyez bien là, le retour de la fée couchette. Le retour de la fée couchette. Peter Pan, Clochette, pour ceux qui l'ont pas. La fée Clochette. Ok, d'accord. C'est pas mal. Et alors, donc on lit et puis on se rend compte que, il y a quelques petits projets. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France se sont entendus pour développer des lignes de nuit transfrontalières. Mais on s'aperçoit en lisant le dossier qu'il n'y en a pas des mille, pas des milliards. Elles vont pas être très nombreuses, ces liaisons de nuit transfrontalières. Et qu'en France, on en parle, mais qu'il n'y a pas d'engagement ferme qui ont été pris en la matière, que oui, le gouvernement a annoncé des trucs, on va arrêter de supprimer des lignes de nuit, on va peut-être en créer de nouveaux. Quand vraiment on regarde le dossier, on se rend compte que c'est pas la révolution à ce niveau-là, et c'est pas demain que vous allez arriver dans une gare à Paris ou ailleurs en vous disant tiens, je vais prendre le train de nuit pour... Non, ça va pas se passer comme ça. Donc j'étais un petit peu, soyons honnêtes ce matin, un petit peu déçu par la promesse là, de Libération qui m'a fait un peu rêver, moi qui adore le train, et puis je me suis rendu compte que le train de nuit un peu partout en France, c'était pas pour tout de suite. Le train de nuit, vous avez pratiqué ?
Vous avez pratiqué dans le passé ou récemment ou pas est-ce que vous aimez? Parce que c'est particulier le train de nuit, hein. C'est une ambiance. Jamais de la vie, jamais de la vie. J'aimerais. En Pologne surtout, c'est partagé. Il y a du oui, il y a du non. Dans les pays nordiques, je vois qu'il y a des voyageurs parmi vous, c'est cool. Jamais pris le train, c'est pas possible, j'y crois pas ça. Ouais, d'accord, ça rappelle. Est-ce que vous avez aimé l'ambiance? C'est très particulier le train de nuit. Hein, il y a un côté un peu poétique, mais parfois pour la sécurité, certains s'inquiètent. Donc je sais pas ce que. Ouais, j'ai l'impression que vous avez bien aimé. Moi, j'ai des souvenirs très lointains de vacances de neige quand j'étais petit, en train de nuit. Là, on se mettait sur les couchettes en hauteur et on s'amusait à tomber de tout en haut là. Ça nous faisait rire, on faisait des cascades dans le train. Voilà. C'était bof. Bon, bah, je faisais, ok. Ce serait, ouais. J'ai pris, ok, pas mal de réactions sur ça. Ok. Ouais, faudrait que je lance des sondages. Il faut que j'apprenne à faire des sondages sur Twitch aussi. C'est prévu. Je vous emmène en Argentine. Allez, on prend pas le train de nuit, on prend l'humanité. On prend l'humanité, donc vous savez que, je vous l'ai déjà répété, mais ce qui est intéressant dans la lecture de la presse, c'est qu'on n'est pas obligé de lire tous les jours le même journal. Hein, c'est mon petit conseil de boomer, à savoir changer vos lectures. Déjà, si vous lisez un journal de temps en temps, c'est bien. Vous connaissez mon regard sur la qualité de la presse écrite en France. C'est bien de lire cette presse, mais il faut changer de journal. Il ne faut pas toujours lire le même journal parce que ça nous évite de nous enfermer dans nos convictions. Voilà, si vous êtes un lecteur de l'UMA, allez lire le Figaro de temps en temps. Si vous êtes un lecteur du Figaro, allez lire l'UMA de temps en temps. C'est bien de se confronter aux idées des autres. Je vous rappelle que l'Humanité, c'est un journal qui est un petit peu à gauche, quoi. On est presque à 9000 viewers, c'est ce que vous m'indiquez. C'est juste inouï. Moi, j'en reviens pas que vous soyez aussi nombreux à suivre ce petit rendez-vous. Du fond du cœur, merci, parce que moi j'ai une passion pour l'actu, une passion pour les journaux, et je suis content de la partager avec vous. Donc je vous emmène en Argentine avec l'Humanité, parce que l'UMA, ça c'est le seul journal qui m'en a parlé vraiment ce matin, d'où l'intérêt de lire l'UMA. Il y a un vote très important aujourd'hui du Sénat en Argentine sur l'IVG, parce qu'il faut savoir que, et ça moi c'est l'UMA qui me l'a rappelé ce matin, eh bien l'IVG est criminalisé, c'est un crime en Argentine, et il y a un vote aujourd'hui. Alors l'Assemblée a déjà voté pour la libéralisation de l'avortement, donc et une forme de libération de la femme, et le problème c'est que le texte avait déjà été voté il y a quelques années, je crois il y a 3 ans, je vais vous le dire précisément parce que c'est dit dans l'article de l'UMA, et le Sénat avait bloqué ensuite. Ça s'était joué à très peu de voix et le texte revient aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'espoir du côté des féministes. Vous les voyez ici, c'était une manifestation le 11 décembre devant le Parlement de Buenos Aires, de ces féministes, de ces jeunes féministes ici argentines qui manifestaient devant le Parlement. Et donc là, il y a une vraie chance qu'aujourd'hui le texte passe, parce que entre-temps, il y a eu du nouveau. Il y a un soutien clair cette fois de l'exécutif. Le gouvernement a changé de mémoire. Le poids d'un mouvement féministe aussi qui s'est renforcé ces derniers temps. Voilà. Parce que là, on est dans une société argentine qui est toujours très sous influence de l'Église catholique. Ceci expliquant le pourquoi de ce débat. Donc à suivre aujourd'hui, peut-être que vous allez apprendre ce soir au JT ou sur internet que eh bien ça y est, on a voté le droit à l'IVG en Argentine. Et vous vous rappellerez que eh bien, c'est l'Humanité qui vous en parlait ce matin, qui attirait votre attention sur ce vote important. Que dit l'UMA à ce propos d'ailleurs? Oui, un petit rappel historique, la loi qui criminalise l'avortement, elle date de 1921. Voilà. Ignoble loi, dit Cathy Dos Santos dans son édito ce matin, qui criminalise les femmes et singulièrement les plus pauvres qui ne peuvent avorter dans des cliniques privées. Ça me fait penser que l'Humanité donne un chiffre ce matin qui fait froid dans le dos. Voilà. C'est aussi pour ça que cette loi devait être votée. Ça a été aussi un des arguments d'ailleurs en France, hein, avec la loi Veil sur l'avortement, c'était pour épargner aussi la santé des femmes. Plus de 400 000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année en Argentine. Plus de 400 000 avortements clandestins chaque année en Argentine. Et leurs complications, forcément c'est clandestin donc c'est pas dans des bonnes conditions, entraînent une 50aine de décès chaque année de femmes, sans parler des séquelles qui mutilent les corps, parfois jusqu'au handicap. Et les plus exposées au danger sont les femmes des classes populaires, bien sûr, qui avortent dans des conditions précaires, qui ne peuvent pas se payer les cliniques un peu discrètes en payant cher. Donc voilà,
L'Huma était le seul quotidien à nous en parler de façon un peu détaillée de ce sujet, et j'ai trouvé intéressant de vous le montrer. Haha, ça aussi c'est bien. Ça aussi c'est bien. J'avais tellement envie d'être à l'heure ce matin à 9h30, je me suis même pas fait mon petit thermos de café là. Donc j'ai la bouche un peu sèche, mais tant pis, je tiendrai bon jusqu'à 11h et des brouettes. Dossier super intéressant sur le bon sens. Ah, le bon sens, le fameux bon sens en politique. C'est l'opinion qui nous propose ce dossier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'opinion, c'est intéressant, c'est un journal qu'il faut lire comme ça. D'abord, vous lisez le titre, et après, vous lisez ce qu'il y a au-dessus là. Puis après, vous lisez ça. Ça marche comme ça. 1, 2, 3. Ça donne politique, bon sens ne saurait mentir. Jeu de mots, bon sens, bon sang. Hein, des populistes aux représentants de la droite, en passant désormais par l'exécutif, tous revendiquent d'agir avec du bon sens. Vous avez déjà entendu des responsables politiques dire en plateau « Mais c'est une mesure de bon sens, mais bien sûr, qu'est-ce que vous avez contre cette mesure de bon sens ?» Vous avez entendu ça. La formule a pourtant ses limites. Je trouve le dossier de l'opinion très intéressant. Donc là, je vous lis maintenant ce qu'il y a dessous. Trump, vous vous souvenez de Trump ? Bon, il n'est pas encore parti, mais il va partir bientôt. Trump se présentait comme un conservateur de bon sens. Que des gens s'interrogent pour savoir si ce virus est d'origine naturelle ou s'il ne peut pas avoir échappé d'un laboratoire. C'est une question de bon sens. C'est Marine Le Pen qui disait ça en mars. Parce que quand les Français ne trouvent pas en face d'eux des règles de bon sens, la confiance s'effrite. Ça, c'est Bruno Retailleau, qui est le président du groupe LR, donc la droite au Sénat, si je ne dis pas de bêtises, lors du débat sur la fermeture des commerces. Donc tout le monde, pas forcément des populistes, parce que Bruno Retailleau, c'est pas un populiste. C'est un représentant de la droite républicaine, de LR. Ils sont très nombreux dans la France politique aujourd'hui à faire appel à ce bon sens. Je vois Belcoru qui nous dit bon sens égale argument 100% vide de sens. C'est pas faux en fait, c'est un peu l'objectif du dossier de l'opinion là-dessus. Donc l'opinion nous rappelle que c'est une formule souvent utilisée par les populistes, mais pas que. Et dans leur bouche, le côté bon sens, ça a tout un petit peu de la pensée magique. C'est une facilité rhétorique qui permet de fermer le débat, de faire croire que la solution s'impose d'elle-même, qu'elle va de soi, ne se discute pas. Ça, c'est Patrick Cohen, le journaliste de C'est à vous de France 5 qui l'expliquait. Et puis, autre citation, promettre une politique de bon sens, ce que font les populistes, cela revient à dire aux citoyens, quoi que vous pensez, vous avez raison. Vous avez raison, les citoyens, vous avez raison contre les élites, vous avez raison contre les chefs d'entreprise, vous avez raison contre les scientifiques, vous avez raison. Voilà, c'est un peu l'argument. C'est l'idée que... Qui dit ça d'ailleurs ? C'est toujours Patrick Cohen. C'est l'idée que tous les problèmes, même les plus complexes, économiques, scientifiques, médicaux, ne souffrent d'aucun doute, ne nécessitent aucune expertise particulière. Cela permet de dire que la chloroquine marche, puisque je suis pas malade. Que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, puisque l'hiver il fait toujours froid. Il n'est plus question de gauche ou de droite, de la moindre idéologie. Le bon sens, disait Frédéric Dard. J'aime bien cette citation. Le bon sens, c'est ce qui permet d'être écouté quand vous n'êtes pas intelligent. Bon, j'ouvre le débat. Le bon sens. Voilà. En tout cas, l'opinion nous dit méfiez-vous quand un responsable politique fait appel à votre bon sens. Quelque part, je résume à l'excès volontairement pour faire comprendre le propos, mais quand parfois un politique fait appel à votre bon sens, c'est qu'il ne veut pas faire appel à votre intelligence. Je suis fier de mon petit résumé. Ah, vous êtes prêts pour Karim Benzema ? Est-ce que vous êtes prêts pour Karim Benzema ? Alors ça, c'est un nom qui fait toujours débat, qui provoque toujours beaucoup de réactions. Moi, je suis pas un grand spécialiste. Va te faire un café, mon bro, c'est Twitch. Vous êtes trop sympa. Je vais pas vous laisser 5 minutes pour faire un café, les gars. Non, mais c'est pas du tout ma nature, ça. Non, je prendrai mon thermos demain. En plus, je l'ai oublié, mon thermos à la rédaction. J'ai même envoyé un message. Permettez, ça c'est important parce que je suis très distrait. J'ai oublié mon thermos ce matin à la rédaction, et donc j'ai envoyé des SMS avant de vous parler à toute la rédaction en disant est-ce que vous voulez bien mettre mon thermos de café ? Et là j'ai les copains Alix, Malik, Marie-Pierre, tout le monde est sur le coup, et mon thermos est mis de côté, du côté des chefs plateau, donc je vais le récupérer. Non, je vais sûrement pas faire un café, non les gars, vous êtes 10 000, vous êtes 9 697, je suis assez caféinomane comme ça. On break pas pour le café, d'autant qu'on est à une demi-heure de la fin. Moi, non. Vous êtes trop gentil. J'aurais dû prendre mes dispositions. Je vous raconte ma vie. J'ai pas le thermos, et en plus, quand je suis arrivé, la machine à café était partie en
en détartrage là, vous savez, donc elle n'était pas utilisable. Donc voilà, vous savez tout de ma vie passionnante d'accro au café qui est rentré chez lui, qui n'a pas pu faire de café. Donc pas de pause café. Benzema, vous en pensez quoi de Benzema? J'en pense rien, je suis nul en foot, mais je sais que quand on parle de Karim Benzema, ça fait toujours couler beaucoup d'encre, hein, selon la formule consacrée. Là, la question que beaucoup se posent, c'est pourquoi ce super buteur est pas dans l'équipe de France depuis 5 ans? Depuis 5 ans, c'est ce que rappelle l'équipe ce matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous savez, je vois les réactions qui arrivent là sur Benzema. Benzema, c'est le boss. C'est le meilleur joueur français. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Point faible, trop fort. C'est pour moi ça ou c'est pour Benzema? Le meilleur attaquant français, tout simplement. C'est intéressant ça. Parce que Deschamps l'aime pas. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Du côté en tout cas des instances dirigeantes du football français, on a été assez clair ces dernières années. Ils veulent plus de Karim Benzema, donc c'est l'équipe moi qui me l'a rappelé ce matin. Suite, si j'ai bien compris, hein, vous aussi c'est ce que vous savez, suite à la fameuse affaire de la sextape impliquant Mathieu Valbuena. Hein, puisque Benzema aurait été impliqué dans ce complot présumé, donc ça fait 5 ans que ça dure, et on n'a pas Benzema en équipe de France. Alors, on a un très très bon joueur en équipe de France, mais on n'a pas Benzema. Donc là, je vois que le débat vous intéresse un petit peu. On n'a pas eu besoin de lui pour être champion du monde. Ouais, c'est vrai. Bon, évidemment. Enfin, peut-être qu'on aurait été champion du monde aussi avec lui. Moi, j'ai pas d'avis. Et l'équipe nous demande ce matin, lance le débat. Est-ce que ce serait pas lui est-ce que c'est pas un peu exagéré, le meilleur attaquant français de l'histoire du football français, devant les Platini, devant le Zidane, devant Juste Fontaine pour remonter loin. Donc, dire que c'est un grand attaquant, bien sûr, mais est-ce qu'à votre avis, c'est le meilleur attaquant de l'histoire du foot français? Ça, je sais pas. Voilà. Moi, c'est le plus fort. C'est une question que pose l'équipe. Voilà. Alors, l'équipe dit, ce qui est sûr, c'est que si on considère que sa carrière en club, pas de souci, hein, ce qu'il fait au Real, là, pas de problème, 20 sur 20. Bon, si on constate sa carrière en équipe de France, forcément, elle est parcellaire, hein, puisque ça fait 5 ans qu'il n'a pas été appelé en bleu. Donc là, on peut pas a priori décerner le titre de meilleur attaquant de l'histoire du foot français à quelqu'un qui a pas pu briller en équipe de France. Donc ça, c'est le... Zidane, c'est un milieu, Samuel. Bah ouais, mais ça, là, vous touchez à mes limites en matière culture sportive. Merci en tout cas. Bah oui, vous êtes plusieurs à me le signaler. Bon, sur le foot, je vous dirais parfois des bêtises. C'est pour ça que je mets beaucoup de conditionnels. C'est à dire dans l'équipe. Voilà. Donc justement, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas une immense culture sportive, qui n'a pas passé beaucoup de temps sur les terrains, eh bien c'est intéressant. J'ai mon adorable belle-sœur Diane qui m'écrit un SMS. Comment tu vas? Tu vas mieux? Est-ce qu'on peut faire un FaceTime avec les enfants? Alors là, je vais lui dire qu'elle ne doit pas être devant Twitch, Dianou. Je suis en direct. Je lui raconte sur Twitch, comme ça il viendra peut-être nous voir. Je te laisse passer par Hélène. Je vous raconte ma vie. Hein. Hélène, c'est mon épouse, comme ça vous avez tout. Voilà, désolé. Mais bon, parfois, c'est bien l'actu, c'est bien l'info, c'est bien les journaux, mais la famille, les enfants, c'est plus important. Donc, je fais pas de pause café, mais parfois, je fais des petites pauses en direction de la famille, parce que ça, c'est très important. Donc, l'équipe, je vous le disais, un journal pour quelqu'un qui a une culture sportive à parfaire comme moi, c'est très bien de le lire tous les matins. Grâce à vous, vous m'avez rappelé que ouais, vous êtes au-dessus de 10 000, c'est fou, vous êtes fou. Ouais, waouh, 10K, vous êtes fou. Tiens, Diane m'a répondu. Diane. Ok, désolé, elle rigole. Et en plus, elle adore tout ça. Diane, c'est une des personnes qui m'a beaucoup poussé à aller vers vous, vers ce nouveau écran. Voilà, puis j'ai les potes qui m'envoient des SMS, puisqu'ils nous félicitent tous ensemble là d'être aussi nombreux dans la matinée Étienne. Ouais, bravo à vous. Le Figaro, c'est un journal que j'aime beaucoup. Vous allez me dire, Samuel, il aime tous les journaux. C'est vrai. Mais il y a vraiment des journaux que j'aime lire le matin, que je rate jamais, notamment les pages culture du Figaro, que je trouve très bien faites. Voilà. Les pages aussi écho du Figaro sont très bien faites. Je vous parlerai de la fameuse console de jeu KFC. Histoire
C'est trop bizarre cette histoire, je veux votre avis. D'abord, c'est un peu le supplément culture du Figaro, ça s'appelle Le Figaro et vous, mais c'est vraiment un supplément culture qui s'intéresse aux médias aussi. Et là, il y a un magnifique dossier consacré à Clint Eastwood, la stature de la liberté, alerte au jeu de mots, parce qu'il y a un coffret en édition limitée qui célèbre les 90 ans. Il a 90 ans, Clint Eastwood, incroyable. Si j'ai un dixième de sa pêche et de son énergie créatrice à 90 ans, mais je serais tellement heureux. Donc pour célébrer les 90 ans de l'acteur-réalisateur, eh bien, il y a un super coffret qui sort en édition limitée là. Donc du coup, dossier dans le Figaro, c'est un coffret de 63 films. 63 films de sa carrière de 58 à 2019, édition limitée, 2200 exemplaires. Il n'y a pas le prix, à mon avis, ça doit coûter un petit peu de sous ça. Je n'ai pas trouvé le prix, mais ça va être un beau cadeau. 6 décennies d'un parcours unique. Et alors, on apprend plein de choses intéressantes sur celui qui a été et est toujours un grand acteur et qui est devenu un grand réalisateur. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Surtout lui qui, en plus, était enfermé un petit peu... Dans le regard des gens au début dans des acteurs comme ça, dans des rôles d'action, quoi, de flic, enfin, c'est le mec qui avait le gun, quoi, en fait, Clint Eastwood. Il a fallu qu'il sorte de qu'il casse cette image. Il n'était pas attendu en tant que réalisateur, et puis il a bluffé tout le monde, quoi, avec la qualité de ses films que vous connaissez peut-être. Et alors on apprend plein de choses, notamment sur sa façon de tourner. C'est vachement intéressant. On y apprend par exemple, dans ce fameux coffret là, limité, qui doit être très très cher je pense, que l'atmosphère sur les plateaux de tournage de ces films est particulièrement calme. Clint, parce que le Figaro il l'appelle Clint révèle qu'il s'est inspiré des services secrets américains, c'est étonnant, qui avaient l'habitude de communiquer entre eux avec des oreillettes. Ainsi, lui qui supportait difficilement de tourner sur un plateau bruyant, a distribué des oreillettes aux membres du set, des caméramans, des preneurs de son, et du coup ça a créé une ambiance très concentrée sur le plateau, tout le monde avait les oreillettes, ça gueulait pas de partout, et ça créait une ambiance de concentration propice manifestement à la qualité si on en juge des films. Autre info dans cet article, on apprend que Clint Eastwood, tourne vite et à l'économie. C'est pas un mec qui fait 1000 prises, non, il fait une prise, si elle est bonne, il la garde. Quand on voit la qualité des films, on va les évoquer d'ailleurs ces films parce que je les évoque pas. La Bird, le cas Richard Jewell, impitoyable, $1 Million Baby, juste incroyable. La Mule plus récemment que vous avez peut-être vu. Quand on voit la qualité de ces films, on se dit putain ça doit être, pardon pour le petit putain qui m'a échappé, mais ça doit être quelque chose un tournage avec Clint Eastwood, il doit être perfectionniste. Non, il tourne un peu à l'arrache en fait. Mais manifestement il a un sacré sens de l'image puisqu'il tourne peu et il tourne bien. Voilà, ce qui n'empêche pas son cinéma d'être subtil et complexe. Il y a un joli hommage là dans le Figaro ce matin au grand Clint Eastwood. Voilà. Maintenant, Mule, vous avez moins aimé? Ah ouais. Moi j'ai pas vu tous les films de Clint Eastwood, mais je vois que vous êtes en train de parler de Mule. Moi j'ai aimé Mule. Hein. C'était vraiment Mystic River, c'était génial aussi. Mais Mule c'est un peu il y avait sur fond de trafic de drogue, mais c'était surtout le questionnement, le rapport à la famille que je trouve intéressant. Moi, je suis assez touché par le film, sur la route de Madison, bien sûr. Le cas Richard Jewell, moi j'ai pas vu. Insane, nous dit Femme2 notamment. À quand les subs? Ça c'est une autre question. Moi je suis venu, pour l'instant je suis avec vous à 100 subs, en mode cool, on verra. Ça c'est pour vous les amis, on va se régaler. Je vous l'ai teasé au début ça. Quelle heure il est? 10h35. Mais on a déjà tout vu. J'étais super rapide ce matin. Mais je suis beaucoup trop rapide. J'ai un petit peu survolé la presse. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est drôle, il y a des jours comme ça où j'aurais pas assez de 3 heures pour vous raconter la presse. Puis il y a des jours où tout simplement l'actualité, c'était le cas ce matin, c'est ce qu'on se dit avec les collègues de France Info dans la matinale. L'actualité, elle est pas folichonne, il se passe pas 1 milliard de trucs. Moi j'aime bien ces jours-là, parce que je me dis que quand il n'y a pas trop d'actu, c'est qu'il n'y a pas trop de drame, il n'y a pas trop de catastrophes et que le monde va pas si mal, vous voyez. Donc moi les matins où parfois j'ai des collègues qui disent oh là là c'est plan ce matin, c'est mollasson, c'est mou du genou l'actu, moi je suis assez content. Parce que je me dis, peut-être qu'on a moins de mauvaises nouvelles que d'habitude à rapporter, donc peut-être que ça va pas si mal, voilà, je me dis ça. Et puis peut-être parce qu'aujourd'hui j'ai pas eu de problème technique à régler aujourd'hui, donc on est allé très très vite. Et puis donc c'est vrai que finalement il n'y avait pas trop de choses dans l'actu ce matin, il n'y avait pas de dossier révolutionnaire dans les journaux, et puis vous savez j'aime bien vous trouver aussi un
un petit magazine décalé, un petit magazine spécialisé. Et puis, et hier soir, j'ai feuilleté après la presse magazine. J'ai pas trouvé de trucs géniaux. À vous présenter, mais je suis sûr que demain j'en aurai un sûrement. Hein, vous savez que de la semaine dernière on s'est penché sur un magazine sur les camions qui était assez étonnant. Hier je vous ai parlé de Rustica, le magazine de ceux qui font du jardinage mais en mode bio, c'était assez rigolo. Il y a eu Ronron Magazine, le magazine des chats, c'était drôle ça. Alors j'ai vu des magazines sur les chiens aussi, puis je me suis dit, je vais pas leur faire un magazine sur les chiens tout de suite là. Je vais vous trouver des trucs, des trucs sympas. À quand le Linux Magazine? Je sais pas. Là, j'ai un magazine de jeux vidéo qui m'a proposé un abonnement. Je me dis, vous voulez pas un abonnement? Vous allez parler de notre magazine et tout. Je suis tellement nul en jeux vidéo. Je connais pas bien ça, moi. Et puis, je manque de temps pour y jouer. C'est encore pire que le foot. Alors, je voudrais pas dire trop de bêtises. Mais quand même, je vais vous parler de ça. Un magazine sur les tanks. Vous me trouvez un magazine sur les tanks? Je vous parle d'un magazine sur les tanks. KFC. Alors, ça, bon. Je vous l'ai dit, pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure, quand j'ai vu l'article du Figaro, je vais vous le rapprocher parce que là, il est loin. Voilà. Incroyable. Je me suis dit, je suis pas réveillé, c'est le 1er avril. Non, c'est pas le 1er avril, on est le 29 décembre. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Parce que le Figaro, c'est pas un journal de rigolo. C'est un journal sérieux. Hein, je vois certains qui disent c'est faux, c'est juste une blague. Je sais, oui, ça me semble une blague. Je vous raconte. KFC, KFC, le poulet, quoi. Hein, KFC, les seaux, les pilons, les ailes, tout ça. Là. Pourrait lancer sa console de jeu qui réchauffe aussi le poulet frit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a une photo là. Ça, c'est la console de jeu KFC, qui ressemble un peu à un panier d'ailleurs, un truc là en carton où on met les pilons de poulet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on lit, on en parle ensemble, vous allez me donner votre avis. C'est une nouvelle détonnante qui agite les réseaux sociaux. Tu m'étonnes. Ce 22 décembre, donc c'était il y a quelques jours, KFC Gaming, bon déjà ça existe, il y a une branche de KFC qui s'appellerait KFC Gaming, a annoncé, je rigole parce que c'est dingue, le lancement officiel de sa KF console, en partenariat avec un constructeur informatique qui s'appelle Cooler Master. Elle serait construite en forme de seau, le seau à poulet quoi. En référence au contenant des ailes de poulet frites emblématiques du KFC. Ses caractéristiques techniques, attendez, c'est pas fini parce qu'il n'y a pas que la forme. Ces caractéristiques techniques seraient très élaborées avec une carte graphique, comment on dit, Asus, on dit ASUS, Asus ou Asus? Désolé, je suis pas très fort en matos. Dites-moi, on dit Asus avec un Z ou Asus? J'ai besoin de vous là. Asus, c'est bon? Je l'ai? Merci les amis. Ça y est, j'ai encore appris un truc grâce à vous. Ça vient de Pegasus, c'est vrai ça? Pegasus? Asus. Vous êtes pas... Asus. Bon, je suis la vie générale. Asus. Bon, on s'en fout. Pardon. Oui, avec donc ces caractéristiques techniques seraient très élaborées avec une carte graphique Asus ou encore un affichage en 4K. Mais c'est là que ça se corse. Le point clé de cette KF console réside dans sa... C'est là que je me dis, c'est quoi ce truc? Cette chambre de poulet permettant de réchauffer des aliments grâce au circuit de refroidissement. Il s'agit d'un petit four présent directement dans la console. Donc là, il faut imaginer que dans la console, il y a un petit four, il y a un truc, on met le poulet. Pour le moment, personne ne sait si elle sera réellement mise en vente sur le marché, ni à quel prix. KFC est passé maître dans l'art de la communication, spécialement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Il y a un trailer sur YouTube? Il y a un truc, vous voulez que j'aille voir si on trouve... Attendez, je vais aller voir sur YouTube si on trouve cette histoire de... Parce que c'est... Attendez, vous bougez pas. Alors, qu'est-ce que je vais taper pour trouver ça, moi? Hein? Oui, j'accepte YouTube, pas de souci. Je tape KFC console. KF... Bah si, hop, voyons, mais trailer. C'est quoi, c'est ça? J'ai une bande-annonce officielle, je l'ai. Attendez. On va passer la pub. Truc de dingue. Bougez pas, j'ai une pub. On passe la pub. Bon, on va essayer de voir ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bon.
sur ce site. Manifestement, j'ai trouvé une bande-annonce. J'espère que c'est ça. J'ai pas préparé du tout la vidéo. C'est vous qui me dites qu'il y a un trailer. On va regarder. There's a reason Ça y est, mankind c'est didn't parti. peak with the discovery of fire or the invention of the wheel. It's a feeling inside all of us that compels us to go further, reach higher, and dream of ways to achieve the unachievable. When the odds are stacked against us and it seems like the entire world C'est quoi wants ce to truc? tell us no, that's not possible. Surely that can't be done. And we look up to the stars and say, just watch me. Because we know that rules are made to be broken. We know that dreams are made to be Ah, followed. That the impossible is made to be possible. J'y crois pas à ce truc. And that gaming consoles are made to evolve. Welcome to the next Oh, level no. of gaming innovation. The KF console. Ah non. Ok, d'accord. C'est fini ou il y a encore autre chose? Qu'est-ce que c'est fini là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je regardais vos réactions en même temps. C'est un truc, c'est un coup de com'. C'est un coup de com', c'est un truc de buzz, on est d'accord. Même la voix là, c'est la grosse voix américaine là qui nous dit, on est bien d'accord que c'est une bêtise, c'est de la com'. Mais comment ça a pu se retrouver en une du Figaro là? C'est ça que je comprends pas en fait. Parce que y a pas trop de second degré dans le titre du Figaro là. KFC pourrait lancer sa console de jeu qui réchauffe aussi le poulet frit. Moi je suis pas spécialiste de console, je suis pas spécialiste de poulet frit. Je me dis ok, KFC va lancer sa console qui fait aussi le poulet frit. C'est ça qui m'a un peu surpris. Bon, vous en pensez quoi vous? Que c'est des bêtises, que c'est de la com, que c'est de la rigolade, c'est pour le buzz, c'est pour nous vendre du poulet, ou ça va exister ce truc là? Je veux y croire, dit Chastille. Fake news, dit un autre. Fake. Oh là là, il y en a des réacs. C'est de la com, je pense. 100% com. Le Figaro s'est fait avoir. Trigger le Figaro. Ouais. Bon, en tout cas, ça vous fait réagir. C'est assez étonnant cette histoire. Hein. Voilà. D'autant que, encore une fois, le Figaro, c'est un journal sérieux. Donc, imaginons un instant. Allez. Faisons fi de notre esprit critique et qui voit le mal partout. Hein, on va dire que c'est pas un buzz, c'est pas un fake news, c'est pas un troll. Imaginons que ça va arriver. Est-ce que vous seriez tenté par une console KF console qui vous frit le poulet, qui vous tient le poulet au chaud? Ça vous tenterait ça ou pas? J'achète direct. Non. Non, ça va. Ouais, non. Bah non, c'est un peu bizarre, non? Ah, certains sont tentés quand même. Bon, allez, il me reste... ouais, bah, je vais peut-être rendre un petit peu en avance aujourd'hui. Vous êtes... Mais on n'a jamais été 11 118, mais on est en train de battre des... Ouais, ça... folie. Alors, un autre article qui est intéressant aussi, juste à côté de cette histoire de console, et là, on va finir sur une note sérieuse. Est-ce que vous avez entendu parler de la prochaine taxation en France des véhicules lourds, hein? On taxe déjà les véhicules puissants, c'est le malus automobile, on taxe les véhicules qui polluent, on a parlé ces derniers temps d'une taxation des véhicules lourds. Véhicules lourds, suivez mon regard, SUV, hein, les 4x4 et compagnie, c'est un peu le projet. Moi, je pensais que ça passerait pas, ça, parce qu'il y a du lobbying aussi après des constructeurs automobiles, et notamment français, parce que vous savez, les constructeurs automobiles français se sont mis au SUV aussi, donc ces véhicules qui sont un peu plus lourds. Effectivement, et finalement ça arrive peut-être, les véhicules les plus lourds vont bientôt coûter plus cher, écrit le Figaro ce matin. Saisi sur la question par 60 députés et 60 sénateurs qui contestaient la mesure, le Conseil constitutionnel a été saisi sur ce projet de la loi de finances, donc c'est un projet gouvernemental, de taxer au poids les voitures pesant plus de 1800 kg, donc on est sur les grosses voitures, on est sur les SUV. Eh bien, le Conseil constitutionnel, qui a été saisi par des députés et des sénateurs qui ne voulaient pas de cette mesure, eh bien, a dit que, pas de problème, on valide. C'est pas anticonstitutionnel, puisque c'est le rôle, on va le rappeler, du Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité ou pas d'une loi. Donc le Conseil constitutionnel vient de répondre, pas de problème. Et a priori, devrait arriver, donc c'est l'article de la loi de finances pour 2021, après il faut les décrets d'application, donc c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver, une taxe qui va frapper les véhicules lourds, qui ne s'appliquera pas, je vois qu'il y a des questions à ce propos, aux véhicules hybrides. Les véhicules hybrides ne seront pas concernés, électriques ou à hydrogène. Bon, en même temps,
Ça, j'avais pas lu ça. Vous savez que la plupart de des SUV maintenant, ils vont arriver avec hybridation, avec micro-hybridation au minimum. Hein, il y a plein de véhicules un peu haut de gamme là, qui sont en train de s'hybrider, parfois avec des micro-hybridations qui servent pas à grand chose. Sinon, à passer la taxe, à éviter la taxe, le malus. Donc, je pense que ce sera, mais vite contourné cette taxation au poids, si ça ne frappe pas, comme le dit l'article, les véhicules hybride. Hein, c'est souvent dans les petites lignes qu'il y a les infos intéressantes. Les amis, merci. On est ensemble depuis 1h15. C'est un tout petit peu plus court que d'habitude parce que souvent j'ai l'habitude de faire 1h30, mais ce matin dans la presse finalement, il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à vous montrer, surtout que du côté de la presse magazine, j'avais pas vu beaucoup d'autres choses. Je regarde rapidement si je vous ai pas oublié un truc, non, parce que je vous ai parlé du Monde. Et puis là, il va falloir que je m'attable à autre chose, parce que là, j'ai un vrai souci dans ma vie numérique que je vous raconte. Tous les matins, quand je me réveille entre 2h et 3h, je poste depuis quelques temps un joyeux anniversaire sur Twitter à tous ceux qui sont nés ce jour-là, donc le 29 décembre. Donc hier soir je prépare mon texte parce que je vous mets de la météo, je mets l'horoscope, je mets les personnalités célèbres qui sont nées ce jour, je passe de la musique. Bon, ça me prend un petit peu de temps parce que je trouve ça sympa de fêter l'anniversaire des gens. Et puis c'est un petit succès sur Twitter, je trouve ça rigolo. Et puis après je le poste quand je me réveille. Parce que j'enregistre ça au milieu de la nuit, parce que je suis un peu de dingue, quoi. Et puis gros bug du logiciel qui me sert à faire ça. Parce que voilà, c'est un truc un petit peu élaboré, notamment parce que la durée de la vidéo, en fait, elle excède les 2 minutes 20 en général, qui est la durée minimum sur Twitter. Et cette nuit, il y a eu un bug de l'application du site, et j'étais malheureux, mais malheureux. J'ai pas pu ce matin poster cette vidéo préparée avec amour. Elle était prête, elle était là, il y avait de la musique, c'était sympa, il y avait de l'horoscope, je vous parlais de plein de trucs. Je disais à tout le monde, mais venez ce matin à 9h30, venez sur Twitch, venez sur la matinée Étienne, on sera 11 118, on est 11 118, vous êtes géniaux. Et j'ai pas réussi. Donc là, j'ai refait une autre manip tout à l'heure en changeant de navigateur, ça n'a pas marché non plus. Je suis hyper malheureux. Donc je vais profiter là, j'ai un petit peu de temps avant, je vous le disais, pour ceux qui n'étaient pas là, avant mon petit réglage avec Europe 1, puisque je vous le confirme, normalement demain, à cette heure-là, demain dans la matinée Étienne, je donne une interview à Europe 1. Europe 1 m'a demandé d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe là en ce moment autour de Twitch, ce truc hyper intéressant, ces vieux bons hommes comme Samuel Etienne qui s'intéressent aux trucs de jeunes. Donc on en parlera demain sur Europe 1, et plutôt que de vous abandonner, de ne pas faire de matinée Étienne demain, donc d'aller à Europe 1, je vais rester ici, et j'ai dit à Europe, faisons ça en même temps que la matinée Étienne, donc je serai avec vous, à un moment je vous dirai, hop, attention, il y a les amis d'Europe 1 qui nous appellent, et puis je donnerai l'interview, et puis pour parler de vous, en fait, pour parler de ce qu'on vit en ce moment, de ce truc un peu cool, un peu sympa, et puis vous serez là, et puis dès que l'interview sera terminée, on pourra reprendre notre revue de presse. Donc, avant de faire, du coup, je vais essayer de m'assurer que le son soit pas trop mauvais, avec les amis d'Europe 1, donc j'ai un rendez-vous à 11h15 là pour régler tout ça, et puis d'ici là je vais essayer de refaire ma petite vidéo là d'anniversaire, parce que je suis bien triste, parce que ça fait je crois que j'ai commencé le 14 novembre, c'est tout. Ouais, par là, je sais plus. Enfin, un petit moment déjà, et tous les jours, il y a eu une vidéo d'anniversaire, même quand j'étais en vacances, même quand j'étais malade, même quand j'avais pas le temps, parce que voilà, je veux pas manquer à ce rendez-vous. Donc, je vais peut-être devoir réenregistrer ma petite vidéo. Il faut qu'elle fasse 2 minutes 20 maximum, je crois, parce que voilà. Je pense à ceux qui sont nés aujourd'hui, qui n'ont pas eu leur petite vidéo. Demain, petit conseil pour écouter Europe 1, je pense que en fait, si vous n'avez que mon son, vous aurez que mes réponses. Ce qui sera intéressant, peut-être, ce sera de streamer parallèlement à Europe 1. Vous mettez sur Europe 1 direct et vous entendrez en fait la totalité de la conversation, avec notamment les questions de Pascal Clark. Je crois que c'est Pascal qui nous posera. Je dis nous posera parce que je lirai aussi peut-être vos réactions dans le chat. Donc ce sera pas une interview de Samuel Etienne, ce sera une interview de Samuel Etienne et de 11 118 viewers aussi. Et donc vous pourrez vous connecter sur Europe 1 en live pour écouter ça. Et puis d'ailleurs on l'a déjà fait ça avec Édouard Baird sur France Inter. Là c'était pendant une nuit de la culture avec l'ami Étoile, il n'y a pas très très longtemps. Même chose, Édouard Baird, j'étais tellement fier, je suis tellement fier d'Édouard Baird. D'ailleurs on va se faire un petit plaisir, parce qu'on parle d'Édouard Baird. Vous êtes prêts ? Il faut toujours être prêt pour Édouard Baird. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour.
Quel bonheur. Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Édouard Baird m'appelle, j'étais tellement fier, j'en ai parlé toute la journée à tous les gens que j'ai rencontrés. Édouard Baird m'appelle, il me dit Samuel sur France. Enfin, bon, c'est Édouard Baird en plus, quoi. Édouard, est-ce que tu veux venir sur France Inter nous raconter Twitch, tout ça? Qu'est-ce que c'est que ces histoires avec tous ces jeunes gens? Mais c'est passionnant, bref. Je lui dis oui, bien sûr, mais je peux pas, j'ai une nuit de la culture avec Étoile. Et une nuit de la culture, c'est sacré. Touche pas à la nuit de la culture d'Étoile. Et donc, on a fait l'interview en direct dans la nuit de la culture, ça a très bien marché. Et les viewers, ceux qui étaient avec nous ce soir-là, ils se sont branchés sur France Inter et puis ils ont écouté l'interview, c'était super sympa et après on a repris la nuit de la culture. Donc les amis, 10h52, je vous abandonne ce matin, je voulais vous dire merci. Je voulais vous dire que j'espère que ce petit rendez-vous vous donne aussi envie de lire cette presse écrite dont moi je suis fan, que je lis au quotidien, parce que je vous rappelle que l'un des défis du monde dans lequel nous vivons, c'est de disposer d'une info de qualité, d'une info à laquelle on peut se fier, sauf sur les consoles qui font chauffer le poulet, parfois c'est un petit peu bizarre. Mais blague à part, l'information aujourd'hui, elle vient de plus en plus d'Internet. Alors quand la source sur Internet, elle est identifiée, si vous savez qui vous rapporte l'information sur Internet, si c'est le monde.fr, si c'est le Figaro.fr, si c'est un site que vous connaissez spécialisé mais qui est carré, qui est sérieux, qui a des infos vérifiées, pas de problème. Mais le problème souvent sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne connaît pas la source, vous ne savez pas qui vous parle, qui vous écrit, qui vous donne des infos. Et du coup, parfois, on devient la cible de fake news. C'est ça le danger d'Internet. Et l'avantage de la presse traditionnelle, la presse écrite notamment, c'est que ça émane de rédaction. C'est-à-dire quand un article est écrit par un rédacteur, je vous l'ai déjà expliqué, il est lu, il est relu par ses collègues, par les rédacteurs en chef, il est corrigé. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs dans les articles d'un journaliste en France, parce que c'est une activité humaine, faillible. Parfois on travaille trop vite, parfois on ne vérifie pas assez ces informations. Mais en tout cas, il y a un effort de netteté, de rigueur qui est réel. Je sais que ça peut vous sembler étrange, mais moi, 99,99% des journalistes que j'ai croisés dans mes 25 années de carrière, sont des gens intègres, honnêtes, passionnés, qui font leur métier aussi bien qu'ils le peuvent. Donc c'est une source d'information fiable. Donc il faut lire cette presse, si vous en avez le temps, bien sûr, parce que ça prend du temps aussi, je le sais. Lisez la presse en général, changez de journaux de temps en temps, faites-vous un petit plaisir. Je sais pas, le Figaro, dont j'ai beaucoup parlé ce matin, ça coûte combien le Figaro? Hop, on va chercher le Figaro, je reviens. Il est où mon Figaro? Je suis là, Figaro. 3 €. Voilà, 3 €. 3 €, vous avez l'actu, vous avez des excellentes pages culture, vous avez des pages éco, vous avez des choses très intéressantes. Voilà, c'est le Figaro, ça peut être un autre. 3 € pour s'informer. Donc moi, c'est mon petit conseil du matin. Lisez la presse pour être bien informé, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Allez, je vous donne rendez-vous demain, 9h30, 9h32 si je suis un petit peu en retard, avec du café dans la matinée Étienne, donc sur Twitch, sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Les subs sont pas possibles pour l'instant, mais vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous avez la notification quand je commence à streamer. Et où que vous soyez, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, parce que c'est sur Twitter que j'annonce un peu mon petit programme de la journée. C'est là que je donne mes heures de stream aussi, parce que parfois il y a des jours où je serai pas là, où je vais changer d'horaire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. On se retrouve, je fais ma pub, j'en profite, à 18h sur Question pour un champion. C'est un autre rendez-vous aussi sympa. Là aussi on apprend des choses, et plutôt dans la bonne humeur. Demain matin, 6h sur France 2, ça c'est tous les matins. C'est ce qu'on appelle le 6h info sur France 2. C'est une première demi-heure d'actu pour bien démarrer la journée. C'est juste avant Télématin. 30 minutes, c'est l'essentiel. Et puis après, on passe sur la matinale de France Info, sur le canal 27. C'est la meilleure matinale de France, bien sûr, puisque c'est la mienne. Blague à part, j'ai une super équipe, j'ai des gens géniaux. Et là aussi, on essaye de vous informer dans la bonne humeur, de ne pas vous assommer avec que les mauvaises nouvelles, et puis surtout de décrypter l'information. On n'est pas dans la dramatisation de l'info. Je pense que c'est la patte de France Info. On est au maximum, dans l'analyse, dans la compréhension de cette actualité. Bon, je ferme cette page pub quand même, je ne suis pas là pour ça. Je voulais vous remercier surtout d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, et en attendant ma petite vidéo sur Twitter, un très bon anniversaire à tous ceux et toutes celles qui sont nés un 29 décembre. Je vous dis à demain, à quand vous voulez. Prenez bien soin de vous et des autres, c'est ça qui est important surtout.